Donc, mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonjour. Nous allons aborder donc aujourd'hui le 21e siècle. Qu'est-ce que c'est être femme au Vietnam au 21e siècle? Le sujet est très vaste. Bien d'autres dimensions pourraient offrir des thématiques importantes, mais c'est impossible de les traiter tous en une heure. Donc, j'ai choisi d'aborder le sujet sous l'angle du social et du culturel, en abordant les thèmes du conflit des valeurs et des générations et de la question de la sexualité, de la vie conjugale et de la reproduction. Et je terminerai par une petite étude de cas. Nous avons vu dans le cours précédent, sur Femmes, guerre et idéologie, comment les générations grandies pendant les guerres ont assumé leur choix de vie dans des contextes de violence extrême et prolongée. Dans l'après-guerre, puis dans l'ouverture du Vietnam à l'économie globalisée, comment les jeunes ont-ils vécu les décalages entre la génération de leurs parents qui ont fait et subi les ravages et les privations de la guerre et leur génération qui a vécu en temps de paix, a connu une relative amélioration de la vie matérielle et surtout une ouverture sur le monde. Comment les femmes en particulier ont-elles vécu les tiraillements entre les valeurs prétendues traditionnelles, révolutionnaires et individualistes? Les deux thèmes retenus sont parmi ceux qui reviennent le plus souvent dans les films et séries télévisées, dans les romans grand public et aussi dans les entretiens que j'ai engagés avec une soixantaine de témoins, dont plus de 90% sont des femmes et plus de 70% sont nés aux environs de l'année 1915. J'ai utilisé pour cette leçon deux sources qui sont habituellement peu utilisées dans la recherche. Ce que j'appelle les romans grand public inclut la littérature imprimée et surtout la littérature sur la toile, dont on sait très peu sur les auteurs. Des fois, il n'y a même pas de nom d'auteur. Je les ai retenus sur un seul critère, ce qu'on appelle le rating, c'est-à-dire le nombre de lecteurs ou d'auditeurs, car il s'agit souvent d'audiobooks, et qui les ont consultés ou écoutés. L'autre source est ce qu'on appelle le théâtre rénové, Cải Lương en vietnamien. C'est un genre de théâtre né dans le Sud au début du XXe siècle et qui a marqué la rénovation des genres de théâtre classiques comme le tuồng, le chèo, hát bội, en rompant avec le conventionnalisme et le moralisme du théâtre classique vietnamien pour raconter sur scène des récits plus proches de la vie quotidienne. C'est toujours un théâtre chanté, mais il est désormais populaire dans tout le Vietnam et combine les instruments traditionnels vietnamiens et les instruments modernes, comme par exemple la guitare qui a été vietnamisée et qu'on appelle guitare phím lõm. C'est une guitare qu'on a un peu réadaptée. Donc, ainsi que les influences du théâtre français. Aujourd'hui, seule une petite partie de pièces sont jouées sur scène, la plupart étaient uniquement sous forme de vidéos réalisées par les acteurs et actrices eux-mêmes. J'ai donc consulté plusieurs centaines d'audiobooks et plus de 150 pièces de Cải Lương sur YouTube qui, pour certains, atteignent jusqu'à 5 et 6 millions de vues. À titre comparatif, le tirage habituel des livres littéraires au Vietnam varie entre 1000 et 3000 par an. Ces deux types de sources m'ont paru particulièrement informatives car dans une culture vietnamienne qui a été si longtemps véhiculée oralement par le folklore, elle touche un très large public, notamment les classes populaires, où l'usage de l'Internet et des téléphones portables est maintenant très répandu. Pour traiter ce sujet, j'ai eu recours à deux sources principales, donc d'une part les travaux académiques des chercheurs vietnamiens et internationaux, et d'autre part les sources littéraires et artistiques. Je vous présente ici la bibliographie, je vais m'informer auprès de l'équipe technique pour savoir comment vous le mettre sur le site du collège, mais c'est une bibliographie succincte où il y a un rapport que je n'ai pas directement utilisé dans cette leçon faute de temps. C'est le dernier rapport, mais c'est un rapport d'une recherche qui a été effectuée sur les stéréotypes de genre et le problème de l'emploi. C'est aussi
un thème important qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Donc, notre premier thème, sexualité et reproduction au Vietnam après 1975. Les travaux académiques s'appuient sur les données officielles, plus particulièrement statistiques, et les enquêtes basées sur les entretiens. La littérature, et notamment la littérature populaire, et les œuvres artistiques nous donnent la vision des autrices et des auteurs qui supposaient partager par ou du moins intéressantes pour leurs lecteurs et auditeurs sur des questions qui sont apparues comme importantes aussi pour beaucoup de témoins que j'ai interviewés. Les recherches académiques et mes enquêtes de terrain convergent pour attester que les évolutions de ces 50 dernières années dans ce domaine ont été importantes et rapides. Donc la sexualité au Vietnam, la sexualité dans le Vietnam contemporain, facile d'en plaisanter, difficile d'en parler. C'est un des premiers livres au Vietnam à traiter sérieusement du sujet de la sexualité. Il publie les résultats d'une recherche financée par la Fondation Ford, menée de 2003 à 2007 dans 4 provinces, dans 4 provinces du Vietnam. Je les ai nommées ici. Ha Tây, c'est une province limitrophe de Hanoï, et Ho Chi Minh Ville et Cần Thơ dans le delta du Mekong. Les auteurs ont interviewé 245 personnes. Vous avez les détails ici. Et surtout, j'attire l'attention sur la dénomination des générations qu'ils ont choisies. Ils ont choisi de les nommer génération de l'intégration, de la transition, celle des enfants du socialisme, c'est-à-dire ceux et celles qui sont nés entre 1954 et 68, et celle des guerres, nées avant 1953. Les dénominations choisies montrent assez clairement qu'il n'a pas été tenu grand compte des expériences vécues dans le Sud, plus marquées par les influences occidentales sous la colonisation française, et la République du Vietnam jusqu'en 1975. Ce biais ne se limite d'ailleurs pas seulement aux chercheurs vietnamiens, il touche également les chercheurs occidentaux. On fait comme si ça n'avait pas existé. Ceci dit, les évolutions distinctes du Nord et du Sud, liées au contexte historique du Vietnam divisé, ont conduit, selon l'autrice principale Khuất Thu Hồng, qui est à la fois l'autrice principale, l'initiatrice du projet et l'initiatrice aussi, la fondatrice d'un centre de recherche depuis 2000. Khuất Thu Hồng elle-même est née en 1960 d'un père général de l'armée de la République démocratique du Vietnam. Elle est docteure en psychologie et elle a créé en 2001 un centre de recherche privé, rare à l'époque, qui est devenu en 2003 l'Institut de recherche du développement social. Son nom habituel, c'est ISDS, dont elle est toujours la directrice. Donc, voici une citation de Khuất Thu Hồng sur cet ouvrage. La citation est tirée d'un entretien que j'ai eu avec elle au mois de février de cette année, février 2023. C'est l'impression qu'elle a retirée de sa recherche et de cet ouvrage. La raison essentielle des transformations et aussi l'agent de ces transformations, ce sont les femmes elles-mêmes. C'est une idée sur laquelle elle insiste beaucoup. Dans les traditions lointaines, dit-elle, les Vietnamiennes étaient déjà actives et fortes parce qu'elles étaient laborieuses et gagnaient elles-mêmes de l'argent par le petit commerce. Mais aujourd'hui, elles le sont bien davantage. En plus, elles sont instruites, en savent beaucoup plus sur les réalités économiques et sur le vaste monde. Leur pouvoir économique est plus grand, plus réel, pèse plus lourd. Elles connaissent mieux leur corps et sont plus conscientes de leurs droits. Les hommes semblent plus lents à comprendre et à s'adapter aux changements. C'est une citation assez longue parce que nous avons eu des entretiens de plus de 2 heures chacun et plusieurs entretiens. Un exemple amusant a-t-elle cité, si certains hommes tiennent toujours à l'hymen, les femmes sont capables de leur en fabriquer une. Et elle rappelle que
Les femmes le savent d'ailleurs depuis le temps de Thuy Kieu. Thuy Kieu, c'est le personnage principal du chef-d'œuvre de Nguyễn Du au début du 19e siècle, récit de Kieu, Truyện Kieu en vietnamien. Et Khuất Thu Hồng rappelle que dans ce récit, on raconte déjà que l'hymen, ça peut se refabriquer si les hommes le souhaitent. Donc la différence avec le passé, ça c'est important, c'est qu'elles ne font pas que réagir ou se révolter contre l'oppression confucéenne ou celle de n'importe quelle autre idéologie, elles exercent consciemment leurs droits et jouissent de leur liberté individuelle pour leur propre intérêt et selon leurs propres choix diversifiés, avec des stratégies et des objectifs différenciés les uns des autres. Le témoignage d'une jeune femme que j'ai interviewée rejoint l'analyse de cette chercheuse. Née dans les années 1980, dans une famille de conditions modestes dans une province rurale du Nord, cette jeune femme est allée à Hanoï pour ses études universitaires. Elle y a connu son mari, étudiant de famille aisée. Ayant pris l'initiative, parce que quand je fais mes interviews, mes entretiens, je laisse les témoins parler librement de leurs expériences de vie. Au début, je ne leur pose aucune question. Je leur laisse raconter les expériences de vie qui les ont marquées. Et c'est donc de sa propre initiative que cette jeune femme a évoqué la question de la sexualité avant le mariage. Elle m'a raconté qu'aussi bien son époux qu'elle-même sont convaincus que ce n'est pas seulement normal, mais indispensable d'avoir des relations sexuelles avant de se marier. Sinon, comment savoir, dit-elle, si on se marie avec un partenaire qui nous convienne ou pas, qui nous convienne sexuellement ou pas. Donc, après le mariage, il est même arrivé à ce couple de se séparer environ 7 mois à la suite d'un désaccord sérieux. Pendant cette séparation temporaire, chacun des conjoints s'est senti libre d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Et ils étaient satisfaits quand ils se sont retrouvés, car ils n'ont rien caché l'un à l'autre. Il suffit de ne rien cacher. Quand j'ai décrit cette attitude aux autres témoins, tous et tous m'ont affirmé qu'une telle liberté est considérée comme tout à fait normale et banale dans la jeunesse aujourd'hui. C'est une pratique c'est une chose que je pratique souvent aussi, c'est que quand il y a des témoignages qui retiennent mon attention, je me permets de présenter ces témoignages à d'autres témoins, de manière anonyme bien sûr, pour susciter une discussion, pour voir comment ils réagissent. Donc, tous mes témoins ont trouvé que c'était tout à fait normal et banal dans la jeunesse aujourd'hui. Certaines précisent que dans leur génération, c'est-à-dire celles qui sont nées avant la fin de la décennie 1990, la majorité ne se le permettent pas, du fait d'un attachement plus grand aux sentiments amoureux, tout en comprenant parfaitement la liberté des plus jeunes. Si nombreuses sont celles qui estiment aujourd'hui légitime le libre choix en matière sexuelle, les statistiques sur l'avortement viennent nuancer l'affirmation. En effet, selon le rapport 2022 de l'Agence directrice des Nations Unies, non, je ne suis pas ici. Je ne vous ai pas mis sur la diapo, donc je vous les présente ici, les chiffres. Le rapport 2022 de l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, c'est une agence qui dépend du Fonds des Nations Unies pour la population. Le Vietnam se trouve parmi les 20 pays du monde où la proportion des avortements chez les mineurs est la plus élevée, avec environ 300 000 cas par an, dont 30 de jeunes entre 15 et 19 ans et 70% d'étudiantes et de lycéennes. Les statistiques nationales de l'Association du planning familial vietnamienne estiment de 1,2 à 1,6 million le nombre de cas par an, donc vous voyez que c'est quand même très important, dont surtout 20% chez les mineurs. Le Centre de consultation en santé de la reproduction à l'hôpital national d'obstétrique et de gynécologie, le Bệnh viện Phụ sản Trung ương en vietnamien, signale que l'hôpital soigne des adolescentes enceintes à 12 et 13 ans
et que chaque année, il y a 30 à 35 adolescentes de moins de 16 ans qui leur demandent l'avortement. L'article du journal du Parti communiste vietnamien impute cet état des choses alarmant à la négligence des parents qui ne se soucient pas de l'éducation sexuelle, qui n'accompagnent pas leurs enfants et se reposent totalement sur l'école, ainsi qu'à l'inefficacité de la communication en matière de système scolaire. Les mineurs manqueraient, selon cet article, de connaissances, d'autocontrôle et ne respecteraient pas les normes sociales de la moralité en privilégiant la consommation matérielle. L'avortement résulterait aussi de la pression familiale qui tient à préserver la face et de la pression économique, car les trop jeunes parents n'ont pas les moyens d'élever les enfants. De fait, l'opinion publique tend à banaliser l'avortement comme a été banalisée la prétendue liberté sexuelle débridée. J'appelle cette liberté prétendue parce que quand on agit sans savoir ce qu'on fait et sans assumer les conséquences de ce qu'on fait, ce n'est pas une vraie liberté. Comme preuve de la diversité des choix personnels, citons un autre cas, celui d'une jeune fille, ça c'est parmi mes témoins, issue également d'une province rurale, mais de famille de 4 moyens aisés, qui s'est montrée particulièrement autonome en faisant fi de la vie parentale, contrairement à son frère aîné, qu'elle méprise pour ça. Donc, contrairement à son frère aîné, qui a obéi en restant étudié dans la petite université de province près de chez lui, et en acceptant l'emploi dans le public que son père lui avait trouvé. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais au Vietnam maintenant, il est pratique courante que les pères, 4, moyens et plus hauts, placent toujours leur progéniture après l'université, qu'ils aient un diplôme ou pas, que le diplôme soit vrai ou pas. Donc, ce garçon a obéi, a suivi donc cette voie toute tracée, mais la jeune fille, non. Elle a décidé d'aller à l'université de Da Nang, parce que sa province était dans le centre. Elle a décidé d'aller à l'université de Da Nang à chercher des emplois d'appoint pour financer ses études. Ce choix est plutôt rare dans le contexte vietnamien après 1975, où les parents, même de conditions bien plus modestes, se font toujours un devoir de prendre en charge les études de leurs enfants, au moins jusqu'au premier emploi, voire jusqu'à leur mariage ou jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin d'aide. Je dis souvent, en plaisantant à peine à mes auditoires vietnamiens, que c'est courant maintenant de voir des couples de 50 ans aller solliciter de l'argent à leurs parents quand ils ont besoin d'acheter un appartement ou quelque chose. 50 ans. Donc, pour son premier emploi, cette jeune fille ne se contente pas de rester dans cette ville pourtant la plus développée du centre, mais s'aventure à Saigon, la plus grande métropole vietnamienne, où elle a réussi à trouver rapidement un travail dans une entreprise privée étrangère où elle est bien mieux payée. Cependant, dans la vie privée, elle interdit à son amie toute relation sexuelle avant le mariage, qu'elle souhaite par ailleurs retarder le plus possible pour donner priorité à sa carrière. Sur cette attitude, les avis des témoins sont partagés. Certains la considèrent comme trop coincée sur des valeurs traditionnelles dans sa vie privée, mais d'autres, au contraire, estiment comme elle que le risque est trop élevé car aucune méthode contraceptive, disent-ils, n'est fiable à 100%, et ils l'admirent parce qu'elle tient à préserver la totale liberté de disposer de son corps et à se faire respecter par son partenaire. Donc les attitudes sont différentes. L'assertion que j'avais citée de Khuất Thu Hồng et que je vous laisse ici semble vérifier également dans les sources que j'ai privilégiées, les romans populaires sur Internet et les vidéos de Cải Lương. Je suis frappée par la fréquence et l'horreur des violences évoquées dans ces récits. Les Vietnamiens, encore davantage les Vietnamiennes, ont toujours aimé le mélodrame, avec des héroïnes qui souffrent. Quand on regarde le Cải Lương, la publicité dit toujours « ça va vous faire pleurer ». Et c'est ce qu'attendent les spectateurs. Donc,
mais dans la première moitié du XXe siècle, sous la colonisation française, dans les années 54-75 au Sud-Vietnam, les femmes souffrent d'amour contrarié, d'infidélité conjugale, de la séparation, de la perte de l'époux, de l'amant parti au combat, ou de la condition de prostituées abusées par des Américains comme des Vietnamiens. Mais dans les fictions d'aujourd'hui, elles sont sauvagement brutalisées, c'est une horreur indescriptible. Elles sont sauvagement brutalisées, elles sont kidnappées, réduites en esclavage sexuel, victimes de multiples viols et d'abus sexuels par les employeurs, les patrons ou d'autres personnages nantis d'argent ou de pouvoir. Souvent un pouvoir sordide et mafieux. Très souvent aussi, une drogue mélangée au verre qu'on leur offre suffit pour faire prendre un tournant désastreux à leur vie. C'est même pas de la séduction, c'est du poison, en fait. Dans les Kailung, encore plus que dans les romans populaires, les traits de caractère traditionnels comme la fidélité en vietnamien Trung Thủy, de la part des femmes surtout, à toute épreuve, l'endurance silencieuse, le sacrifice sans bornes sont toujours bien présents. Ils sont d'autant plus méritants que les obstacles, les malheurs sont 1000 fois plus éprouvants. Le sacrifice maintenant ne s'accomplit pas seulement pour les parents, par piété filiale, pour l'amant ou le conjoint, mais s'étend jusqu'aux différents bienfaiteurs dans le passé. Parce qu'il y a beaucoup d'héroïnes qui ont eu des vies tourmentées, donc elles ont eu des bienfaiteurs. Donc, en signe de reconnaissance à ces bienfaiteurs, elles se sacrifient. Et aussi jusqu'à la fratrie ou aux amis. Ainsi, le récit d'une jeune sœur qui a élevé et fait passer pour sienne la fille de sa sœur. Donc, elle était jeune, pas encore mariée, mais elle s'est fait passer pour fille-mère parce qu'elle a reconnu, elle a manifesté que le bébé de sa sœur, c'était le sien. Pourquoi ? Pour protéger le bonheur conjugal de sa sœur qui a été violée pendant l'absence prolongée de son époux. Ou le récit d'une autre paysanne qui, ce premier récit est dans un Kailung qui s'intitule Người mẹ không chồng, la mère sans mari. Et cette vidéo a plus d'1 million de vues entre avril 2002 et avril 2003, c'est-à-dire plus d'1 million de vues en un an. Un autre récit, c'est une jeune paysanne qui, pour faciliter les études, l'insertion professionnelle et l'alliance de son frère avec une fiancée de milieu social plus élevé, elle s'est sacrifiée non seulement en se tuant au travail, mais aussi à se hasarder dans la grande ville pleine d'embûches au point de se faire violer par un escroc. Donc on fait toujours sacrifier les femmes. Les sources orales, comme celles de la littérature populaire, se rejoignent pour décrire la transformation radicale des comportements par rapport à certaines normes traditionnelles, comme celles liées au tabou que représente la grossesse avant ou en dehors du mariage, en vietnamien ou Quang Thai, l'infidélité amoureuse ou conjugale de la part de la femme, qui, au lieu d'être critiquée et punie comme auparavant, est maintenant excusée ou comprise avec empathie. Un thème récurrent, c'est justement la perte de la virginité féminine, en vietnamien Mok Trinh. Dans la moralité confucéenne, la chasteté est la plus importante et de loin la plus importante des 4 vertus féminines. Préserver sa chasteté est pour la femme vertueuse, et toute femme se doit d'être vertueuse, le devoir capital envers son unique époux. Dans de nombreuses pièces de Kailung contemporains, on voit cependant des personnages importants comme l'amant, l'époux ou sa mère, c'est-à-dire la belle-mère de la jeune fille, la sœur aînée de l'époux, plaider la cause de l'héroïne. C'est vraiment très nouveau. Dans une pièce intitulée L'homme insatiable, en vietnamien Người đàn ông tham lam, donc c'est la mère de l'époux qui, appréciant les qualités de la jeune fille pauvre, a fait pression sur sa famille pour l'avoir comme sa bru, d'accord, pour qu'elle accepte le mariage. Dans un geste de révolte contre cette puissance de l'argent,
la jeune fille se donne à son amant. C'est vraiment parce qu'elle était révoltée contre le fait d'être mariée contre son gré. Donc elle s'est donnée à son amant, elle s'en repentit vite, car l'amant se révèle un escroc. La belle-mère, pourtant, la défend avec véhémence quand l'époux s'indigne de son aveu, parce qu'elle s'est conduite comme la jeune fille, la jeune femme témoin que j'ai interviewée, c'est qu'elle dit qu'il suffit de lui dire la vérité. Donc elle lui a avoué la vérité la nuit de noces. Le mari ne l'a pas accepté, mais c'est sa belle-mère qui la défend, comme ceci. C'est ce que dit la belle-mère. Toi qui es un homme expérimenté, c'est-à-dire toi tu n'es pas vierge non plus, donc toi qui es un homme expérimenté, formé à l'occidental, ne sois pas trop regardant, en vietnamien câu nệ, pour la virginité. Dans la relation conjugale, dit-elle, c'est le sentiment et le devoir. Quand on dit sentiment et devoir en français, ça paraît très rationnel. Mais en vietnamien, quand on dit tình nghĩa, c'est très, très sentimental, ça va droit au cœur, d'accord? Donc, elle dit, c'est le sentiment et le devoir qui priment, et non pas la chasteté. Tiết trinh, c'était un mot c'était un concept qui était hyper valorisé dans la moralité confucéenne. Mais maintenant, elle dit, ce qui est important, c'est le tình nghĩa, ce n'est pas tiết trinh. L'épouse, elle aussi, est très assertive. Elle affirme à son mari, ce n'était qu'une naïveté de jeunesse. Depuis que je me suis mariée, je n'ai jamais manqué à mon devoir de chasteté. Et elle dit en vietnamien, c'est très impressionnant d'entendre ça en vietnamien, không hề thất tiết, alors qu'elle avoue à son mari qu'elle s'est donnée à un autre partenaire. Et après, elle est même tombée dans le piège de son ancien amant une deuxième fois, en venant le voir, dit-il, pour la dernière fois, et dans son intention à elle, c'était pour mettre un terme définitif à leur relation, mais elle a été prise en flagrant délit, pense son mari, justement quand il l'a trouvée chez son ancien amant. Mais même dans ce cas, elle affirme toujours, même si tu ne me crois pas, je te confirme que je ne manque pas à mon devoir de chasteté. Parce qu'elle lui a toujours été fidèle depuis qu'elle a été sa femme. C'est son concept à elle de la chasteté. Mais son mari ne l'accepte pas, donc il oblige l'amant à la prendre en charge. Il dit, bon, si vous l'aimez, vous la prenez en charge. Donc son mari l'oblige à retourner vivre avec son amant. Et c'est cela qui l'humilie cruellement. Elle a vécu ça comme une humiliation inacceptable. Et pourtant, elle a fait l'effort de rester chez lui encore parce qu'elle se sentait quand même coupable dans la mesure où elle l'a mise en colère comme ça. Mais elle a décidé brusquement de quitter le foyer juste quand la belle-mère, elle aussi, émet un doute sur la paternité du bébé. Elle était en effet enceinte de 2 mois alors qu'elle était mariée depuis déjà 4 mois. Mais le mari et la belle-mère mettent en doute, donc elle décide de quitter le foyer, de retourner chez elle. Elle est morte en couche et le mari, encore une fois, oblige l'ancien amant de prendre en charge le bébé. Ce père a retrouvé son enfant à 11 ans, c'est-à-dire 11 ans après, quand la petite fille vit dans la misère, mais aimée et heureuse avec ses parents adoptifs, après avoir enduré pendant une dizaine d'années le calvaire d'être maltraitée par le couple de l'ancien amant de sa mère. Il y a eu une discussion orageuse entre le père, qui a renié sa fille, sa petite fille, avec le couple des parents adoptifs de l'enfant, pour que le mari, enfin, se reconnaisse coupable. Mais ni le couple ni l'enfant n'acceptent son aide, encore moins sa proposition d'élever l'enfant dans l'aisance, parce que le couple de parents adoptifs est très très pauvre. Le père promet d'élever l'enfant, lui promet un bel avenir, mais tout le monde
s'en vont sans laisser d'adresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le couple de parents adoptifs, même s'ils étaient dans la perplexité parce qu'ils savaient très bien que l'enfant aurait un meilleur avenir avec son vrai père, son père biologique, mais ils refusent et ils ont laissé la décision à l'enfant. Ils ont dit, bon, bah, c'est difficile de décider, donc on laisse le choix à l'enfant. Et c'est l'enfant elle-même, la petite fille de 11 ans, qui dit, j'ai pas envie de partir avec lui. Je ne sens pas l'affection dans son regard, mais seulement la pitié. Et c'est avec mes parents adoptifs que j'ai l'affection des parents. Voilà. Donc, fidèle à la tradition, la plupart des pièces de Calliope se terminent par une fin heureuse. Les personnages qui ont injustement souffert sont récompensés, les méchants sont punis ou repentants sont excusés avec indulgence. Une différence des vidéos aujourd'hui, c'est la triste fin de certaines d'entre elles. La plupart, c'est toujours, finissent toujours heureusement. Mais certaines d'entre elles, soit l'héroïne est morte, ce qui rend les crimes ou les fautes commises irréparables, soit plus rarement, comme dans celle-ci, les victimes n'accordent pas le pardon. Le changement d'attitude vis-à-vis des anciennes normes n'en est que plus frappant. Notre deuxième thème, le conflit des générations et de valeurs. Ils ont existé de tout temps, sous tous les cieux. Dans le Vietnam après 1975, ils sont d'autant plus nombreux, plus violents et plus complexes. Dans la relation amoureuse ou conjugale, les conflits se manifestent notamment dans le divorce et la violence domestique. Et tous ces deux phénomènes, les proportions ne cessent de s'accroître. Limité dans le temps, je n'évoque que le thème du divorce. Comme il y a une grande réticence de la part des autorités gouvernementales, il n'est pas facile d'avoir des données quantitatives fiables sur l'état des lieux. Selon les auteurs du livre que j'ai cité dans la bibliographie, le problème du divorce dans la société vietnamienne aujourd'hui, donc selon les auteurs, les chiffres donnés par les statistiques nationales concernant les divorces en 2014 et 2016 représentent moins de 21%, vous voyez l'écart, moins de 21% des chiffres de la Cour suprême populaire, Tòa án Nhân dân tối cao, qui est aussi une source primaire, parce que c'est là qu'on juge les procès de divorce. Donc, et c'est pour cela que les auteurs ont choisi de retenir les chiffres de la Cour suprême populaire, qui semblent mieux refléter, disent-ils, la réalité des divorces. Et voici le nombre de divorces qu'ils ont retenus. 2000 à 2010, c'est le double. Et ça ne cesse d'augmenter. D'accord ? Le dernier chiffre de 2013 est le nombre de verdicts, mais la majorité prononce aussi le divorce. Les raisons alléguées par les demandeurs de divorce sont par ordre décroissant d'importance. D'abord, l'infidélité du ou de la conjointe. C'est 35,2% des femmes et 45,5% des hommes qui évoquent cette raison. Ça peut apparaître surprenant que les hommes accusent, que davantage d'hommes accusent leur conjointe d'infidélité. Mais c'est ici les raisons qui sont alléguées par les demandeurs, donc de manière subjective. Mais les raisons qu'ils ont invoquées, c'est d'abord, en premier lieu, l'infidélité, en deuxième lieu, la contribution économique insuffisante, en troisième lieu, la violence. Et les autres raisons suivantes sont l'alcool, le karaoké, les jeux, les vols, la toxicomanie, le conflit dans les dépenses, la jalousie, etc. Il est à remarquer qu'il s'agit ici des raisons invoquées de manière subjective. Il y a des études plus approfondies qui donnent d'autres éclairages. J'ai les chiffres des résultats des investigations par plusieurs institutions en 2006 qui évaluent à 28,6% la proportion de divorces à la demande des femmes et à 16,7% à la demande des hommes.
il y a une autre proportion à la demande d'un commun accord des deux conjoints. Sur un échantillon de 430 cas étudiés, il y a 57 hommes, dont 13,3%, et 109 femmes, dont 25,3%, qui ont demandé le divorce à cause de l'infidélité. Donc ça, c'est un autre éclairage, quoi. Ici, vous voyez que le nombre des femmes est le double de celui des hommes. Il n'est pas étonnant, mais important, de noter que c'est la femme qui, dans des proportions nettement supérieures, est l'initiatrice du divorce. Ceci est un phénomène mondial. Les chiffres des organisations internationales le confirment. Donc, au Vietnam, dans une enquête sur le divorce qui a été réalisée par l'Institut de sociologie en 2017, c'est assez récent, donc, on a le chiffre de 78,1% des cas où l'initiatrice du divorce est la femme, par rapport à environ 41,3% pour les divorces initiés par le mari. Sur les facteurs qui interviennent dans le processus amenant au divorce, les chercheurs sont convergents sur l'environnement de la vie moderne, où les échanges, les mobilités, les contacts sont facilités avec les personnes de cultures différentes, avec d'autres modes de vie, des gens de la campagne qui émigrent vers la ville, qui émigrent hors du Vietnam, etc. De multiples opportunités de rencontres, d'accroître ses connaissances et ses expériences. Il y a une étude qui a cherché à mesurer les conflits dans les 6 derniers mois. Les conflits dans les 6 derniers mois, c'est une enquête qui a été réalisée aussi en 2017, des conflits intrafamiliaux dans les 6 derniers mois. Et ils ont trouvé les différences significatives suivantes. Ces conflits sont plus nombreux dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. La différence est de 71,6% à 62,7%. C'est plus nombreux chez les jeunes, c'est 70%, que chez les personnes de plus de 50 ans, qui tombent à 63%. La différence n'est pas très grande. Plus nombreux chez ceux qui ont un niveau d'instruction plus élevé, là c'est très net, les différences sont très nettes. 80% chez les universitaires, 65,3% chez ceux qui ont fini le lycée et 61,8% chez ceux qui sont d'un niveau au-dessous. Les conflits sont plus nombreux chez les travailleurs qui ont le niveau de technicien ou de 4 moyens, 73,8%, par rapport aux autres professions qui sont, par exemple, j'arrondis les chiffres pour vous faciliter parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre sur la diapo. Si j'arrondis les chiffres, j'ai 60% chez les agriculteurs et les travailleurs manuels, près de 65% chez les ouvriers, 68% chez les commerçants et personnels de service. Donc, plus les salaires sont élevés, les compétences professionnelles sont élevées et plus il y a de conflits. C'est ce que montrent les chiffres. Et particulièrement, les conflits sont plus nombreux chez les plus riches. Par exemple, près de 71% chez ceux qui gagnent plus de 170 millions par an, contre 64% chez ceux qui gagnent moins de 70 millions par an. Donc, ce sont quelques détails que les recherches ont pu mettre en évidence. L'analyse des différentes raisons du divorce et de l'importance relative de chacune des raisons, ainsi que les politiques et solutions à mettre en place, reste très controversée. Plusieurs interprétations et mesures ont été proposées sans arriver à une moindre convergence, car on n'est pas d'accord sur une question fondamentale. Finalement, la croissance des divorces est-elle un progrès, un recul, un nouveau danger à juguler ou une réalité incontournable dans le Vietnam contemporain? C'est une question que les autorités ont beaucoup, et ils continuent à hésiter d'y répondre. Et quand les autorités politiques hésitent, le milieu de la recherche se tait. Donc,
Pourtant, les facteurs indéniables qui se retrouvent dans les interprétations sont ceux-ci. D'abord, les changements socio-économiques rapides qui élargissent et aggravent le conflit, le glissement vers d'autres manières d'envisager les possibilités de résoudre les conflits, voire le remplacement des valeurs traditionnelles par des valeurs nouvelles. Les valeurs traditionnelles sont par exemple l'union, la stabilité, la fidélité, la priorité aux intérêts des enfants. Ça, ce sont des valeurs qui ont été traditionnellement préservées avant 1975. Et les valeurs nouvelles, ce sont par exemple la liberté individuelle, la diversité des modèles de structure familiale. J'ai remarqué par exemple dans la bibliothèque de mes petits-enfants, dont le plus grand a seulement à peine 10 ans, dans leur bibliothèque, il y a déjà des livres qui initient ces très jeunes enfants à différentes structures de famille. Par exemple, dans une classe maternelle ou dans une classe à l'école primaire, les élèves appartiennent à des familles très diversifiées, des familles où il y a les deux parents, mais aussi des familles monoparentales, des familles où l'enfant est un enfant adopté, des familles où, etc., etc. Donc on initie déjà les très petits, ce sont des livres qui sont traduits de l'étranger, mais il n'empêche, il y a ce souci de diversifier la vision. Donc, un glissement ou un remplacement des valeurs traditionnelles par les valeurs nouvelles. Il y a, par exemple, parmi les valeurs nouvelles aussi, l'autonomie et le développement personnel de chacun des conjoints, un environnement familial serein et cohérent des valeurs partagées, qui sont jugées nécessaires à la santé mentale des membres de la famille et au développement sain et heureux de la personnalité des enfants. Donc on se soucie très sérieusement de l'intérêt des enfants, mais on se soucie autrement. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, tous les chercheurs s'accordent sur la plus grande autonomie offerte par l'instruction, par l'indépendance économique, et par la multiplicité des opportunités, y compris celle de la migration à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. La prochaine fois, j'essaierai de vous parler des femmes vietnamiennes qui sont allées se marier à l'étranger, notamment dans les pays asiatiques voisins. Le nombre de mères élevant seules leurs enfants ne cesse de croître, aussi bien dans la réalité que dans la fiction des œuvres artistiques. Les chercheurs débattent toujours pour savoir s'il est possible de distinguer clairement les obstacles et les opportunités et comment les distinguer quand, en plus de la compétition professionnelle, les femmes sont toujours, et c'est encore très très vivace au Vietnam, les femmes sont toujours supposées dans la tradition être les responsables principales de la survie, c'est-à-dire si l'enfant meurt, c'est la faute de la mère, être les responsables principales de la survie, de la préparation à l'entrée dans la vie, donc de l'éducation, pour avoir les compétences cognitives, professionnelles et même les qualités morales qui leur assurent un avenir heureux, ainsi que l'aptitude de leur progéniture à trouver un travail et à créer à leur propre tour une famille. Donc tout ça, c'est la responsabilité de la femme. Elle doit assumer toutes ses responsabilités en plus de la compétition dans le milieu professionnel. Donc les chercheurs se demandent toujours quelles sont les opportunités et quels sont les obstacles. Une femme qui réussit trop bien dans sa carrière, est-ce que ça représente une opportunité ou un obstacle? Donc ils débattent toujours sur ces questions. La culture populaire moderne, à travers les deux sources que j'avais citées, c'est-à-dire les romans en ligne et les cailu aussi en ligne, propose des scénarios qui me semblent bien plus réalistes pour résoudre les conflits sociaux et interpersonnels. Et les témoins dans mes enquêtes sont pour leur part bien obligés de relever le défi, chacun à sa manière. D'abord, dans les œuvres de fiction, les cas de figure qui apparaissent, le cas de figure qui apparaît le plus fréquemment aussi bien dans les romans que dans les cailu, et ça apparaît aussi, assez fréquemment
pour que on trouve vraiment surprenant qu'il soit totalement absent de la recherche académique. Dans la recherche académique, il y a plein de chiffres. Je vous en ai présenté une toute petite partie des chiffres qu'ils ont accumulés, mais il y a plein de chiffres et ils ont essayé d'analyser les conflits donc, dans des métiers différents, dans des tranches d'âge différents, etc., etc. Mais jamais je n'ai vu une recherche qui porte l'attention sur ce cas de figure qui est pourtant très fréquent dans la vie réelle comme dans la littérature populaire que j'ai citée. C'est le cas de ce que j'appelle les mariages discordants. Le mariage discordant, qu'est-ce que c'est ? C'est celui du mariage où l'un des amoureux ou des conjoints, souvent la jeune fille ou l'épouse, mais il y a aussi l'inverse, il y a aussi des hommes pauvres qui aiment des femmes de familles très très riches, par exemple. Donc, l'un des amoureux ou des conjoints est de conditions économiquement et ou socialement bien plus modestes, pratique un métier bien moins valorisant, voire elle a été ou est au moment même de la relation amoureuse une prostituée. Il y a des récits où un professeur de lycée aime une prostituée qui est en train d'exercer son métier. Donc, voilà, une prostituée ou une mère sans mari. C'était des sujets très tabous dans les traditions. Mais maintenant, c'est très, très fréquent que ça arrive dans les récits de la littérature populaire. Alors que le conjoint est de famille nantie, honorable, possède de beaux diplômes et un avenir radieux. Ou au contraire, alors que la jeune fille de conditions modestes sait gagner sa vie et est capable d'entretenir son amant ou son conjoint pendant ses longues années d'études, de médecine par exemple, comme l'ont toujours fait d'ailleurs les femmes paysannes du temps des lettrés, le jeune homme est aussi parfois infirme ou un faible qui s'adonne au jeu ou à d'autres vices. Donc ce sont des amours discordants, des relations discordantes comme cela qui fait l'enjeu des récits de la littérature populaire. L'amour ou la relation conjugale doit ainsi relever de nombreux défis, surmonter des obstacles éprouvants pour aboutir enfin à une fin heureuse. Car dans les deux genres, les romans et les kailung, la culture populaire a bien préservé ce souhait de fin heureuse. Dans la proportion aux environs de 10% des œuvres qui se terminent de manière tragique, c'est souvent par la mort de l'héroïne. Comme nous l'avons vu dans L'homme insatiable, par son choix inébranlable de se faire non-bouddhiste dans La mère sans mari, la sœur qui s'est sacrifiée et qui a été incomprise et calomniée aussi bien par son frère pour qui elle s'est sacrifiée, finalement elle a décidé d'aller se faire non-bouddhiste. Et même si son frère repentant vient la supplier, etc., son amant qui vient la supplier, elle n'a pas accepté. Donc, par le choix inébranlable de l'héroïne de se faire non-bouddhiste, ou par sa disparition subite, sans laisser de traces, son départ à l'étranger ou vers une destination inconnue. Cela signifie que la faute du conjoint a été trop grave pour être pardonnée. Il faut savoir que dans tous les romans populaires avant l'ère moderne, tous les romans ont eu une fin heureuse. Donc, même si c'est une petite proportion de 10%, c'est une nouveauté. Cela veut dire donc que la blessure a été trop douloureuse pour être guérie, et cela veut dire surtout que l'auteur trouve indispensable de protester le plus vigoureusement possible contre des pratiques jugées trop inhumaines, des comportements qui trahissent des valeurs qu'il tient absolument à défendre. Ces valeurs sont celles de la justice, de la piété filiale, de la confiance mutuelle entre conjoints, beaucoup de reproches de la part des victimes. Pourquoi tu ne m'as pas cru ? Pourquoi tu ne me fais pas confiance ? Je t'ai dit la vérité, pourquoi ne pas me croire ? C'est une question qui revient très très souvent. Et donc les valeurs de la confiance mutuelle entre conjoints et surtout la valeur du respect de la dignité de la femme.
Le coupable qui n'obtient pas le pardon est toujours un homme, souvent le conjoint, mais aussi le frère ou le père. Je n'ai pas encore trouvé d'exception jusqu'à ce jour. Un constat non moins important, le divorce est complètement absent des deux genres. Ni dans les romans, j'en ai pourtant écouté beaucoup, plusieurs centaines, ni dans les vidéos de Kailung, j'en ai écouté plus de 150. Il n'y a pas un seul divorce. C'est quand même à réfléchir. Alors que dans la réalité de la vie, le nombre ne cesse de croître, comme vous l'avez vu. Ce fut pourtant, le divorce a été pourtant la solution de l'écrivain Nhiet Linh, très célèbre au Vietnam, pour son célèbre roman Đoạn Tuyệt, qui veut dire rupture. Et la rupture en question, c'était justement le divorce, avec un mari qu'elle a dû prendre dans un mariage arrangé par la famille. Donc c'était Nhiet Linh qui a utilisé cette solution dans les années 1930. Hồ Biểu Chánh, qui était un écrivain dans le sud contemporain de Nhiet Linh, y a eu recours aussi, dans une moindre mesure. C'est une différence significative qui mérite une analyse plus poussée. Je me contente pour le moment de suggérer l'une des raisons qui me semble plausible pour expliquer cette absence du divorce. Le Kailung, qui est plus proche des meilleures traditions populaires vietnamiennes, notamment celles qui furent développées au cours de l'avancée vers le sud sous les seigneurs Nguyen, qui a donné naissance au Đang Trong, c'est-à-dire la moitié méridionale du Vietnam qui englobait à l'époque l'An Nam et la Cochinchine française. C'était avant la colonisation. Donc, les valeurs le Kailung qui est plus proche de ces meilleures traditions populaires vietnamiennes, j'espère pouvoir vous en parler un petit peu dans le dernier cours du bilan sur ces traditions populaires dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc, le Kailung qui est plus proche de ces meilleures traditions semble ne pas en avoir besoin pour résoudre les conflits. Car il a d'autres atouts. Et il est assez réaliste pour reconnaître l'impossibilité de concilier ou de réconcilier dans certains cas. C'est le 10% des Kailung qui finissent pas dans le bonheur. Le roman sur Internet, quant à lui, provient sans doute d'auteurs bien moins intellectuels que les écrivains de la première moitié du XXe, et qui respirent l'air de leur temps, c'est-à-dire du temps de ce début du XXIe siècle au Vietnam, qui est celui des violences souvent mafieuses. Donc, c'est donc par la violence qui règle les conflits et non pas par un procès juridique. Donc, c'est une raison que j'ai trouvée pour expliquer cette absence totale du divorce dans les deux genres. Le divorce est par contre la solution préférée de mes témoins, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Certains le diffèrent avant d'agir, c'est-à-dire elles ont hésité longtemps, des mois, des années, mais ils ont fini par agir. D'autres en ont été traumatisées plus ou moins longtemps. Aucune d'entre elles n'ont exprimé le regret de l'avoir choisi comme solution, à la fois pour mettre fin au conflit, pour se libérer et pour libérer leurs enfants, surtout pour démarrer une nouvelle vie plus sereine et plus heureuse. Toutes sans exception m'ont affirmé leur soulagement et leur mieux-être après le divorce. Elles n'ont pas l'air d'être moins attachées aux valeurs familiales, car elles se sont retrouvées avec une famille monoparentale ou une nouvelle famille recomposée qu'elles estiment bien plus réussie. Si mon échantillon reste de taille modeste, la conclusion semble bien établie que la croissance des divorces est vécue comme un progrès par mes témoins femmes. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cette question avec les témoins hommes. S'il est vrai qu'un moindre intérêt pour le mariage se manifeste chez les jeunes, ce qui est confirmé par la recherche académique, qui note que l'âge du premier mariage recule lentement mais de manière constante dans les 2 siècles. S'il y a un moindre intérêt pour le mariage, ça se passe plutôt chez ceux qui ne sont pas encore mariés. L'échec du premier mariage, et ce n'est pas encore certain que la majorité des jeunes regardent le divorce comme un échec, mais cet échec ne semble pas être trop mal vécu par la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que les débats sans fin des autorités politiques sur le sujet n'en sont que plus significatifs.
Dans un article édité pour la première fois en 2004, intitulé « La famille vietnamienne, point de repère dans les tourmentes, point d'interrogation », et j'insiste sur le point d'interrogation. C'est un texte que j'avais rédigé et publié pour la première fois en 2004. J'ai montré comment la famille avait été politisée comme une institution destinée à contribuer efficacement au développement économique et à consolider la stabilité sociopolitique, et que ce fut dans ce contexte que le jour du 28 juin a été officialisé depuis 2002, ça fait bientôt 20 ans, non, ça fait déjà plus de 20 ans, comme journée de la famille vietnamienne. Cette attente des autorités est, je crois, la raison essentielle qui explique les tergiversations entêtées mais impuissantes face à l'évolution des réalités économiques et socioculturelles en général et dans la question du divorce en particulier. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous parler très rapidement du profil d'une jeune femme engagée. Parce que ce qui inquiète les générations plus âgées, celles qui avaient été amenées dans le contexte tourmenté des guerres et d'un après-guerre difficile à prendre des responsabilités vis-à-vis de la famille, de la nation comme d'autres communautés, c'est ce que ces générations perçoivent et déplorent comme étant un manque d'idéalisme, un désengagement vis-à-vis de la société et des communautés, voire d'un égoïsme ou d'un égocentrisme des jeunes. Comme j'ai longtemps travaillé avec les jeunes dans toute ma carrière d'enseignante et d'éducatrice, et que je continue d'être à leur côté dans mes activités au service de la communauté, je suis bien mieux rassurée, car j'en vois beaucoup qui s'engagent ardemment avec intelligence et efficacité pour des valeurs humanistes à la fois ancrées dans les traditions culturelles vietnamiennes et en phase avec le monde contemporain. Je vous présente aujourd'hui l'une d'entre eux, en vous résumant son parcours, pour se développer et assumer sa responsabilité de femme et de mère. Je la désigne par un pseudonyme, Lam. Née en 1991 dans une province rurale, mais dans une famille aisée où sa mère est médecin et son père commerçant, Lan fut une excellente élève dans un lycée d'élite, Trung Chuyên en vietnamien, et puis continue ses études à l'université de médecine de Hanoï. L'intégration dans un lycée d'élite au chef-lieu de la province l'a amenée à vivre autonome, loin du foyer parental, dès l'âge de 15 ans. Grande liseuse dès son plus jeune âge, elle raconte avoir lu tous les livres disponibles dans les 2 bibliothèques de sa commune dans le temps de 2 vacances scolaires. Dans l'environnement social de son enfance, la prédominance du masculin sur le féminin était encore très marquée. Dès l'âge de 3 ans, dit-elle, elle s'est différenciée par son caractère déterminé. On l'appelait petit garçon, ce qui est resté son pseudonyme. Favorisée par une éducation familiale libérale, elle affirme qu'elle n'a pas eu de difficultés dans son rapport avec les aînés. Ce fut pendant ses études universitaires à Hanoï qu'elle fit la connaissance des auteurs de la marche de gauche, comme on dit en vietnamien, Lê Trai, ou du Samisdat, auto-édition, et des informations accessibles sur Internet. Elle a eu un professeur d'anglais qui venait du Sud et qui partageait avec les étudiants ses connaissances et expériences vécues dans la République du Vietnam des années 54-75. Tout cela a beaucoup bouleversé son bagage de savoir et de conviction. Je ne peux pas vous relater dans les détails son parcours, depuis les premières prises de position jusqu'au moment où, de fin 2019 à février 2023, elle a dû assumer sa vie de femme seule, à élever son enfant en bas âge et à se contenter de travail en ligne plutôt précaire. Très brièvement, elle a refusé de signer quand elle était étudiante de dernière année à l'université de médecine. Elle a refusé de signer sous la pression de son université des papiers qu'elle estimait violer ses droits constitutionnels. Par exemple, au moment des frictions, des conflits entre la Chine et le Vietnam dans la mer de l'Est, son université a fait signer à tous les étudiants un papier certifiant qu'ils n'iraient pas manifester, alors qu'ils n'en avaient même pas encore l'idée. Donc, elle a refusé de signer, mais elle était
il y en avait seulement 2 de toute l'université qui ont refusé, dont elle. La deuxième fois, l'année suivante, elle a participé à des manifestations pour protester contre l'abattage abusif des arbres au bord des vieux arbres, au bord des rues de la capitale. La protestation a eu gain de cause parce que la municipalité a reculé, mais les protestataires ont été très, très embêtés par la police. Donc, elle est, enfin, dernier crime, elle est partie et est restée à l'étranger. Elle est partie illégalement, hein, avec un passeport normal, et est restée à l'étranger pendant plus de 3 ans pour suivre des formations qui devaient l'aider à combler ses lacunes dans un domaine qui lui importait. Puis, elle a choisi de rentrer au Vietnam, où elle a passé encore plus de 3 ans à assumer une vie marginalisée. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sa détermination à vivre selon ses convictions profondes, confrontée au choix entre une vie banale comme tant d'autres et cette décision de poursuivre des objectifs, des idéaux pour elle importants. Elle a su assumer de multiples choix difficiles. Par exemple, quitter le travail bien rémunéré de médecin au sein d'une entreprise pharmaceutique taïwanaise pour se retrouver avec des travaux en ligne précaires, alors qu'elle élève seule un enfant en bas âge, ne pas hésiter à rompre une alliance qui s'avérait non conforme à ses valeurs et à son style de vie, persévérer dans son chemin d'être un agent du changement, même quand elle a compris combien ce choix apporte de difficultés et de risques à sa vie personnelle et à celle de son enfant, ce sont autant d'engagements qui inspirent le respect. Ce que j'ai apprécié également, c'est la manière ingénieuse et pleine de tact dont elle a géré les rapports avec ses parents. D'une élève modèle qui leur avait donné toute satisfaction. Elle était excellente élève au lycée, on lui avait offert de la garder comme enseignante une fois diplômée de son université. Donc, elle a commencé à les inquiéter sérieusement quand ils subirent la pression des autorités et de l'opinion publique à cause d'elle. Mais les filles de son temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, j'ai vraiment admiré. Elle leur a créé un compte Facebook à ses parents pour que ses parents puissent, de loin, suivre ses activités, pour qu'ils sachent la vérité sur ce qu'elle fait, et aussi pour qu'ils soient mieux informés de ce qui se passe au Vietnam et dans le vaste monde. Et ainsi, elle a réussi à les faire évoluer d'une opposition violente à une meilleure compréhension et acceptation de ses choix auxquels ils n'ont jamais complètement adhéré. Mais, dit-elle, j'ai plus de 18 ans et je vis autonome. Je ne les importune pas pour m'aider à élever mon enfant. Très récemment, excellente nouvelle, j'ai appris que Lan vient d'obtenir un nouveau passeport parce que le sien lui avait été confisqué lors de son retour après les quelques années passées à l'étranger et qu'elle a pu de nouveau sortir du Vietnam. Elle est en train de préparer sa rentrée prochaine dans une université aux États-Unis pour préparer un doctorat en sciences politiques sur un sujet à déterminer qui lui tiendra à cœur. Elle estime avoir de la chance car, du moins pour le moment, elle a tenu bon dans le jeu d'équilibre et va pouvoir mettre en œuvre son projet d'acquérir de nouvelles connaissances et expérimentations nécessaires dans la suite de son engagement militant. Entre les valeurs humanistes d'une part et les tenailles du totalitarisme et de la toute-puissance économie de marché d'autre part, la voie de l'engagement dans la société civile est donc en train de s'ouvrir et continuera à se développer à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières vietnamiennes. La prochaine fois, nous parlerons de la diaspora. Je vous remercie infiniment.